dans la rue, on fait des rencontres un peu bizarres et c'est là que j'ai rencontré des personnes qui m'ont proposé de rentrer dans la prostitution. Et ça a fait écho en fait au fait que on me disait si déjà tu as un visage agréable à regarder, sois au moins intelligente pour compenser. Pour pas être, on va dire, la potiche ou la blonde de service qui fait juste décor, hein. Voilà ce qu'attendaient de moi mes parents, je le comprends beaucoup. Et quand on m'a proposé la prostitution, pour moi, c'était devenu tellement une vérité que je n'étais qu'un physique et puis que à l'intérieur c'était vide. Et bien je me suis dit oui, apparemment c'est ma voie. Mais comme je suis quelqu'un de pudique, de réservé, c'est là que la proxénète m'a conseillé de boire pour pouvoir avoir le courage d'exercer cette activité. Donc ensuite j'ai connu 18 ans de prostitution couplé à 18 ans d'alcoolisme. Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Bonjour, alors je m'appelle Aline, je suis auteure, conférencière, formatrice en développement personnel et chroniqueuse également. J'ai écrit un premier livre qui est une autobiographie dans lequel je raconte mon parcours. Je partage les épreuves par lesquelles je suis passée, mais surtout ce qui est intéressant, c'est la seconde partie, là où j'explique ce que j'en ai fait, en fait, d'un parcours extrêmement douloureux, éprouvant, qui n'incite pas à l'estime de soi, à la valorisation, comment j'ai pu retourner la situation et puis devenir une alchimiste et en fait transformer ce qui était plombant en légèreté, en épanouissement, en liberté d'être et d'exprimer. Et le second livre est plutôt axé sur ma voie professionnelle, comment j'ai dû la construire, puisque je n'ai pas, on va dire, un parcours classique professionnel avec des études suivies qui vont généralement vers un métier désigné. J'ai tout fait à ma façon et tout en autodidacte. Et puis ça fonctionne et je suis très contente parce que ça peut inspirer d'autres à faire à leur façon, à s'autoriser en fait, d'être différent et de comprendre que cette différence peut également apporter. Alors j'ai eu un début de parcours un peu compliqué pour un enfant, c'est-à-dire que j'ai été abandonnée à l'âge de 2 ans par ma mère génitrice. Et je me suis retrouvée à l'orphelinat jusqu'à l'âge de 5 ans et demi, où là, une famille est venue m'adopter. Mais c'était une famille qui n'était pas axée sur l'affection. Et on comprend que depuis tout le début, avec une mère qui a été capable d'abandonner son enfant à 2 ans, elle n'était pas non plus, on va dire, équipée pour de l'affection ou de l'instinct maternel. Ce qui fait que mon adoption n'a été que la continuité d'un manque affectif énorme. Dans cette famille également, on faisait le lien, quand on est une femme, on se doit d'être intelligente. Mais cette intelligence, c'était plutôt, on parlait plutôt d'une intelligence logico-mathématique que je n'avais pas et qui fait qu'on a des bonnes notes à l'école. Donc j'étais une cancre, j'avais un petit peu 5-6 de moyenne un peu partout. Et donc c'était compliqué parce que évidemment on m'a pas félicité pour mes bulletins. Et j'ai fait des choix de vie en conséquence, en étant persuadée que ce qui se disait à l'extérieur, comme quoi ça allait être difficile pour moi de réussir dans la vie, qu'il me restait peu de possibilités à part peut-être épouser un homme riche. Donc, à un moment donné, j'ai fait des choix en fonction de ça et j'ai cru, c'est devenu des vérités. Et j'ai cru qu'effectivement, j'étais capable de rien. Donc, j'ai eu un parcours compliqué. J'ai vécu dans la rue. J'ai connu également la prostitution. J'ai connu aussi les violences conjugales. En fait, tout est tellement cohérent quand on comprend que je n'avais pas conscience de ma valeur. J'étais un boulet quelque part puisque ma propre mère n'a plus voulu de moi. Et après, ça n'a pas été non plus une intégration très franche et sincère de la part de la famille adoptive puisque je correspondais pas à leurs critères. Donc je me suis toujours un peu sentie en marge, un peu exclue. Et en fait, ne trouvant pas ma place, je me suis mis au service des autres, plutôt dans le sacrifice en fait de mon existence pour les autres, pour que les autres soient heureux, pour qu'ils soient contents.
Et c'est pas dans ce chemin et dans ces choix-là qu'on s'épanouit et qu'on s'accomplit parce qu'on s'oublie. Et c'est que en milieu de vie, quand cette existence est devenue insupportable en fait, parce que quand on se renie, on transporte un vague à l'âme, une tristesse, une mélancolie, on ne sait pas d'où elle vient. On a beau avoir une vie de famille, avoir d'apparence réussi dans la vie parce qu'on a une maison, des enfants, on va en vacances chaque été comme tout le monde, mais en fait, quand l'intérieur est fracassé, on le trimballe où qu'on aille. Donc, en milieu de vie, j'ai voulu en finir avec cette tristesse, cette lourdeur qui m'empêchait de vivre heureuse, d'accéder au bonheur. Et la seule façon de le faire, c'était de voir la vie autrement, au lieu de focaliser sur tout ce qui me blessait, et donc qui était à l'extérieur. Et ben, j'ai retourné mes pensées, en fait ça s'appelle, le terme c'est métanoïa en grec. Donc méta c'est à l'intérieur, noïa les pensées, le contraire, méta les pensées, noïa à l'intérieur. Et du coup j'ai été voir à l'intérieur de moi comment j'analysais, j'observais mon parcours et je me suis dissociée de l'étiquette qu'on m'avait mise. Je me suis dit, mais ils ont tort en fait, parce que je suis pas si idiote que ça. Il y a des choses que j'arrive à comprendre, il y a beaucoup de choses que j'arrive à faire. Et en fait, ça a duré des années d'introspection à travers des lectures, à travers une recherche de connaissances, de comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne la société. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais une autre forme d'intelligence, qu'elle n'était pas moins qu'une intelligence unanimement reconnue comme faisant référence dans cette société, c'est-à-dire l'intelligence logique, et que je pouvais en faire quelque chose, et surtout, en retrouvant cette estime de moi, je me suis dit, moi aussi, je peux apporter ma pierre à l'édifice d'un monde meilleur ou d'une société en évolution. Parce qu'effectivement, j'ai un regard différent, atypique, singulier, et c'est peut-être de ça dont manque le monde, puisque je remarque que l'histoire se répète continuellement. Et je me suis dit, s'il n'y a pas un grain de sable qui vient dans les rouages pour en donner un tour différent, et ce grain de sable, ça peut être que des gens qui ont un regard, un point de vue atypique, insolite, et qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Voilà, j'aime beaucoup une phrase d'Einstein qui dit la pratique, c'est quand on sait que ça fonctionne, mais on ne sait pas pourquoi, et la théorie, c'est qu'on sait comment que ça fonctionne, mais que ça ne fonctionne pas. Et en fait, j'ai toujours été dans la pratique, et ça fonctionne. Et je pense que le maître mot, c'est juste d'oser. Parce qu'on me demande souvent, mais quel a été le déclic pour que tu oses te mettre en avant et proposer ce que tu proposes? Ben, en fait, je me suis même pas posé la question de comment le faire. Le pourquoi, oui, parce qu'il me semblait judicieux d'apporter mon témoignage. Comment? Ben, tout simplement en osant. On a tous une bouche, on sait tous parler français. Et ben, tout simplement en s'exprimant. Et je pense que quand on aime ce qu'on fait, on est excellent. Et on a une vibration qui parle à l'autre. Parce que c'est empreint de vécu et donc d'humain. Donc les gens se retrouvent et comprennent et intègrent surtout le message qui me tient à cœur, c'est que on a tous notre place sur cette terre, peu importe le parcours. On n'est pas étiqueté mauvaise personne par rapport aux choix qu'on a fait dans le passé. Il faut savoir que c'est des choix qui appartiennent à la personne qu'on était dans le passé et que en regardant les choses, en prenant un peu de hauteur et en regardant sous un autre angle, ça c'est purement de la physique quantique, c'est aussi simple que ça, ben on transforme son passé parce qu'on comprend, surtout en se responsabilisant et en arrêtant d'être dans le positionnement de victime qui a subi, là c'est clair qu'on ne va pas s'en sortir, mais en prenant notre part de responsabilité. Pour donner un exemple concret, mes parents avaient leur manière de montrer leur affection, c'était en m'élevant à la dure, mais c'était pour m'armer contre ce monde qui est effectivement pas facile, avec toutes les vicissitudes de l'être humain, la manipulation, le mensonge, la trahison. Et moi, à l'époque, j'étais pas très consciente de ça. Ce que j'attendais, c'était une affection comme je l'entendais, c'est-à-dire des câlins, des bisous, tout ça. Voilà, je pense que quelque part, je leur dois beaucoup dans cette éducation, puisque ça m'a donné une endurance psychologique qui me donne cette persévérance
dans mon parcours professionnel parce qu'il faut avoir justement cette niaque quand on n'a pas les diplômes ou les formations, quand on n'est pas passé par là où tout le monde est passé. Donc à un moment donné, puisque les rapports étaient un peu compliqués au niveau de la communication avec mes parents, puisqu'ils attendaient de moi quelque chose que j'étais pas capable de leur apporter, je suis partie assez tôt de chez eux, juste avant ma majorité, pour rejoindre le petit ami de l'époque que j'avais et qui est le père de mon fils aîné. Ça a vite tourné puisqu'il s'est révélé être quelqu'un de violent et j'ai divorcé très rapidement et c'est là que je me suis retrouvée dans la rue en fait. Puisque pas de métier, il était hors de question que je demande de l'aide à mes parents aussi parce que j'étais pas trop fière de mon choix jusque-là. Et dans la rue, on fait des rencontres un peu bizarres et c'est là que j'ai rencontré des personnes qui m'ont proposé de rentrer dans la prostitution. Et ça a fait écho en fait au fait que on me disait si déjà tu as un visage agréable à regarder, sois au moins intelligente pour compenser, pour pas être, on va dire, la potiche ou la blonde de service qui fait juste décor, hein. Voilà ce qu'attendaient de moi mes parents, je le comprends beaucoup. Et quand on m'a proposé la prostitution, pour moi, c'était devenu tellement une vérité que je n'étais qu'un physique et puis que à l'intérieur c'était vide. Et bien je me suis dit oui, apparemment c'est ma voie. Mais comme je suis quelqu'un de pudique, de réservé, c'est là que la proxénète m'a conseillé de boire pour pouvoir avoir le courage d'exercer cette activité. Donc ensuite j'ai connu 18 ans de prostitution couplé à 18 ans d'alcoolisme. Ça a été 18 ans d'anesthésie, on va dire, parce que j'ai pas trop vu le temps passer. Quand on boit, on perd le temps, le sens de la réalité. On n'est pas intelligent puisque ça, effectivement, ça détruit des neurones et j'avais plus aucune mémoire, aucun souvenir, ni intérêt pour quoi que ce soit. Donc ces 18 ans qui sont passés un peu, c'était toujours la même journée qui se répétait. Et puis, au bout de 18 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui a su m'accompagner vers une porte de sortie et qui était devenu mon mari, puisque maintenant je suis divorcée, mais il n'en reste pas moins mon meilleur ami. J'ai rencontré mon mari avec lequel je suis restée 18 ans également. Je viens de faire le rapprochement. 18 ans de prostitution, 18 ans de mariage, c'est étonnant. Et puis, il m'a expliqué que j'avais autre chose à proposer, que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de profondeur intérieure. Donc, au début, forcément, on rejette tout ça parce que c'est un discours auquel on n'est pas habitué. Mais il a eu la patience et l'intelligence de me dire, si ça te plaît pas, tente au moins, essaye. Si ça te plaît pas, tu pourras toujours retourner dans le milieu où tu es. Et il avait tout compris parce que c'est vrai que m'indiquer une voie en me disant c'est irrévocable, c'est déterminé, tu pourras plus en ressortir, forcément je vais pas m'y engager. Ma liberté, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Donc dit comme ça, eh ben oui, j'ai essayé de sortir de ce milieu-là et ça m'a plu. Ça m'a beaucoup plu parce que j'ai appris à me réapproprier mon corps, à cesser d'être une femme, on va dire, publique, entre guillemets. Et c'est marrant parce que maintenant, je suis encore une femme publique, mais différemment, plutôt reconnue pour son intelligence et pour ce qu'elle apporte. Et bien, j'ai eu une vie rangée, on va dire, et j'ai eu un enfant avec cet homme. Et en apparence, tout pouvait aller bien, mais l'intérieur était tout aussi fracassé par tout ce parcours parce que j'avais pas porté mon regard dessus, ni analysé, ni résolu les frustrations et les rancœurs que j'avais pu accumuler, notamment dans cette activité. Il est clair qu'on n'a pas des rapports avec des gens bien sous tout rapport tout le temps et qu'il y avait beaucoup de violence, beaucoup de mépris, ce qui n'a fait que scander encore plus ce que j'ai connu durant ma scolarité. Et, et aussi, on va dire, dans la société, parce qu'on m'a souvent reproché d'être la fille d'eux, donc de ne pas faire partie du peuple. Et en même temps, dans ma famille, j'étais un petit peu mis de côté puisque je ne correspondais pas au code. Donc en fait, je trouvais ni ma place dans le peuple, ni la place dans ma famille. C'était très compliqué. Donc il a fallu que je la trouve, cette place, mais pour ça, il a fallu que j'aille à la rencontre de qui j'étais, de ce dont j'étais capable, et chercher un petit peu cette notion d'ikigai en japonais qui correspond à la raison d'être.
Et c'est à travers une introspection et des lectures que je me suis aperçue que j'étais quand même perspicace, que j'étais vive d'esprit, que j'avais une façon de comprendre les choses peut-être différente des autres, mais qui n'était pas inappropriée ni inintéressante pour autant. Et je me suis découvert et c'est comme ça que je me suis dit, quand même, je suis en train d'effectuer une réparation à l'intérieur de moi, à grandir, à me sentir devenir forte, à voir les choses sous un autre angle et surtout à commencer à aimer la vie parce que je l'ai détestée pendant la première moitié de parcours. Et là, je commençais à revibrer face au vivant. Et c'était juste une renaissance en fait, c'est totalement une renaissance. Et de cette renaissance personnelle, psychologique, émotionnelle, ben, j'en ai fait une naissance professionnelle. Parce que c'est que, on va dire, à 50 ans que j'ai découvert pour quel métier, on va dire, j'étais faite. Et en l'occurrence, le faire à ma façon, puisque j'avais pas suivi un cursus classique, ni fait un parcours d'études conventionnel. Et donc, c'est en autodidacte que je me suis lancée, et jusqu'à devenir, bah, c'est la consécration pour moi, de faire un TEDx en tant que conférencière, parce que je sais que quand j'ai annoncé à mon entourage, je vais commencer à faire des conférences. On m'a dit oui, bah, il va falloir que tu prennes des cours de diction, que tu apprennes à prendre la parole en public. Et je me suis dit mais c'est ridicule tout ça parce que je sais m'exprimer. Donc pourquoi me former? Pourquoi non? Moi ce que j'ai à apporter c'est ma singularité, mon individualité, la façon de parler. Et puis c'est surtout, comme je l'ai dit, c'est du vécu, donc ça vibre. Et le vibre, on ne l'enferme pas dans un protocole ni dans des codes. C'est libre. Donc j'ai dit, bah non, je vais le faire à ma façon. Et puis ça a fonctionné, puisque pour aller jusqu'au TEDx, qui est le Graal du conférencier quand même, et ça m'a pas pris beaucoup de temps pour y arriver, eh ben voilà, ce jour-là, j'ai dit, je peux mourir, j'ai réussi ma vie, j'ai réussi ma vie. Mais en fait, c'est pas mon heure, et je pense qu'à chaque fois que je fais quelque chose qui, à mes yeux, était impensable à l'époque et par rapport au parcours tel que je l'ai effectué, et ben je dis je peux mourir demain, mais je meurs pas parce que j'ai toujours pas terminé. Voilà. Mais justement, avant d'être conférencière, tu es passée par d'autres métiers. Tu m'avais parlé de médium, entre autres, par exemple. Oui, ah oui, alors quand j'ai découvert cette intelligence atypique qui était un mode de fonctionnement normal pour moi, j'ai découvert qu'ils appelaient ça médiumnité. En fait, c'est très cartésien comme approche. Ce que j'ai, c'est que enfant n'ayant pas de base ou de dialogue avec l'extérieur, de communication, en fait, j'ai gardé ma communication intérieure. On va dire d'âme à âme, en fait, de moi-même à moi-même. Et c'est un peu un instinct animal qui n'est pas, on va dire, civilisé, qui est quand même un synonyme, c'est réduit de civilisé, hein. C'est étriqué, c'est horrible, mais c'est comme ça. Donc j'appréhendais mon environnement en mode animal, ce qui fait que je chopais l'information à l'état de données avant qu'elle soit matérialisée, parce que l'animal dans sa forêt, il sent le danger avant que le danger se manifeste devant lui. Moi j'étais pareil, je pressentais, je chopais les informations qui gravitent. Beaucoup maintenant de métaphysiciens en parlent et ça devient, je pense, quelque chose qui va devenir acquis euh, dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien. Mais ça s'appelle de la médiumnité. Donc pour moi, c'est très facile, très cohérent quand j'ai une personne en face de moi, et ben, d'attraper les informations qui concernent cette personne, de son passé, de son présent et d'un futur très proche, sachant que le libre arbitre peut faire bifurquer les avenirs et futurs possibles, comme moi je l'ai fait, puisque en changeant de point d'observation, ben, j'ai pu carrément choisir un avenir différent de celui qui m'attendait si j'étais restée dans l'activité dans laquelle j'étais depuis 18 ans. Donc oui, j'ai exercé en tant que médium, et puis après, ça m'a vite frustrée parce que les gens sont dans l'achat de plaisir immédiat. Donc l'information, sur le coup, leur font du bien, mais ils vont pas en faire un élément qu'ils vont amasser pour construire et continuer à construire un puzzle pour que leur panorama de vie soit lucide et pour qu'ils puissent avancer. Il y avait aussi des questions pas très constructives et justement de déresponsabilisation, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire alors? C'est pas à moi de prendre la décision à leur place. Et je n'ai pas non plus une baguette magique pour transformer, ça demande une transformation intérieure. Et je trouvais dans ces consultants une majorité de personnes peu enclins à faire un parcours
de compréhension et de reconstruction. Voilà, donc je me suis dit, je pense qu'il va falloir que j'accompagne les gens dans cette reconstruction-là, justement. C'est plus épanouissant pour moi que de juste vendre du plaisir immédiat qui, quelquefois, ne sert strictement plus à rien. Et c'est comme ça que je me suis dirigée. Ben, j'ai construit mes formations de A à Z, du début à la fin, avec tout ce qui me plaisait que j'ai pas eu à l'école, en fait, tout ce qui m'aurait plu voir à l'école que j'avais pas. Beaucoup d'interactivité, beaucoup de jeux, beaucoup de choses ludiques, d'interaction. C'est dans le plaisir, dans le rire, dans le non sérieux, dans vraiment j'ose sans me poser de questions que ça fonctionne, cette expérience-là. Et en 2 jours, bah, c'est des vies qui se métamorphosent et des renaissances qui se font. Donc oui, maintenant j'ai une baguette magique, mais c'est sur 2 jours. Voilà, mais avec le bon vouloir des stagiaires, évidemment, parce que s'ils n'avaient pas cette ouverture, cette confiance envers moi, je pourrais absolument rien faire. Donc à chaque fois, quand ils me remercient, je dis remercie-toi en premier, qui a bien voulu m'octroyer cette confiance qui me permet de pousser, de planter dans ton terrain, hein, quelques graines, voilà, que toi tu fais pousser. Et bien en fait, c'est ce que j'explique souvent à mes stagiaires aussi, la réussite c'est plus une question d'attitude que de compétences. Parce que quand je suis arrivée pour faire ma première conférence, on m'a présenté un peu comme une conférencière connue, alors que c'était ma première, hein. Je pense qu'il y avait une bonne communication derrière. Et je me suis dit, alors j'ai 2 choix qui se présentent à moi. Ou je viens en disant, bah non, je suis toute nouvelle, c'est ma première, soyez cool avec moi. Ou j'y vais, je dis rien, je joue à la pro. Et je me suis dit, parce que j'ai quand même étudié le fonctionnement de l'humain, je me suis dit, si je tends le bâton pour me faire battre en leur disant, je suis toute nouvelle, ils vont focaliser sur tout ce qui va pas fonctionner chez moi. Et, ah, en effet, elle maîtrise pas. Ah, en effet, oui, là, il y a des efforts à faire. Par contre, si j'y vais avec une attitude d'assurance de personne qui maîtrise et qui fait ça depuis tellement longtemps qu'à la limite, elle est presque blasée, et ben c'est ce que j'ai choisi de faire et ça a fonctionné. J'avais un auditoire qui avait la bouche ouverte, les yeux écarquillés, qui avalait toutes mes paroles. Alors j'avais le trouillomètre à 0 à l'intérieur de moi, mais mon attitude montrait totalement le contraire. Et ça a fonctionné, et de voir que mon auditoire m'était acquis, en fait, j'ai pas traîné longtemps ce stress. En 8 minutes, il est parti parce que j'ai vu que les gens m'écoutaient. Donc, hop, j'ai reçu une grosse dose de revalorisation. Ah, on m'écoute, donc du coup, la confiance s'installe. Donc oui, j'y suis allée au culot et j'y suis allée au coup de poker, et je pense que tout mon parcours n'est que de ça en fait. Et souvent quand je toque à une porte, je dis je sais faire ça, on me dit ah, c'est bon, on vous prend, je fais eh mince, j'ai une nuit pour apprendre à le faire. Mais ça fonctionne parce qu'il y a la passion derrière, l'envie. Et j'ai remarqué aussi que mémoriser, apprendre, alors que je pensais que j'étais une idiote, vraiment une idiote, quand le sujet m'appelle, m'attire, mais je comprends tout avec une fulgurance de dingue, sans effort. Ben, en tant que coach, je mets beaucoup. Déjà, j'utilise l'hypnose. L'hypnose, c'est un raccourci parce que l'information est intégrée très rapidement cellulairement. Parce que c'est une chose de le comprendre, la compréhension psychologique, mais généralement, le corps doit aussi comprendre pour changer sa vibration. Les gens qui se transforment ont une vibration complètement différente. Quand on rencontre quelqu'un, on voit s'il est plombant, il est fatigant, on voit qu'il traîne toute la misère du monde, il la dégage, il l'émane. Et quelqu'un qui est bien dans sa vie, épanoui, c'est quelqu'un de léger, que ça va pas nous déranger de le côtoyer du matin jusqu'au soir. On va le trouver épatant et super sympa à côtoyer. Donc en hypnose, il y a des libérations émotionnelles qui se font beaucoup plus facilement aussi qu'avec tout un travail purement de dialogue, de conversation, de communication. Parce que dans l'hypnose, je suis un fil conducteur et la personne fait son voyage intérieur avec mon accompagnement, dans lequel je laisse l'espace pour que viennent s'imposer des mots, des images qui font partie de son histoire. Alors là où mes compétences de médium sont intéressantes, parce qu'elles viennent me permettre de capter justement ce qu'elle vit et de moi l'intégrer dans mon discours. Du coup, la personne se sent véritablement accompagnée et en proximité, en intimité avec moi. Et il n'y a rien de plus efficace, parce que quand on fait du général, c'est pas, voilà, mais quand on fait du personnalisé, c'est vraiment extraordinaire pour la personne.
C'est beaucoup les libérations émotionnelles dans ce sens où on s'aperçoit pas toujours, mais on est en mode automatisme émotionnel. C'est-à-dire que quand on était jeune, une situation qui se répétait nous faisait avoir telle réaction émotionnelle. Adulte, on s'est même pas rendu compte qu'on a évolué, qu'on a grandi, qu'on a appris. On est resté sur ce mode automatisme émotionnel et on a la trouille des mêmes choses. Alors que si on prend conscience, si on fait un pas de côté et qu'on réalise qu'on n'est plus du tout l'enfant de 8 ans à qui on s'adresse, on le remet face en tant qu'adulte à la situation. Il dit maintenant, qu'est-ce que tu ressens véritablement en tant que toi, maintenant, avec le parcours que tu as eu, avec le fait que tu es devenu mère de famille, père de famille, avec des responsabilités dans ton travail. Je te remets la même situation. Sincèrement, sans mauvaise foi, que ressens-tu? Ben, les gens, ils se disent, ah ben mince, c'est pas aussi extrême. Ah ben oui, je suis ballot de réagir constamment comme ça, non? Ça peut encore faire quelque chose, mais rien qui ne soit pas insurmontable, ou quelquefois ils s'aperçoivent que ça fait effectivement plus rien du tout. Euh, Dans ces formations, les gens vont à la rencontre d'eux-mêmes, donc ils se rendent compte aussi qu'ils sont en train de passer leur vie à mettre des costumes qui ne sont pas les leurs. Et c'est fatigant de jouer des rôles. Parce qu'on leur a dit, par exemple, plus jeune, oh mais toi tu fais trop de bruit, tu es toujours en train de te montrer, tout ça, donc on va développer, on va mettre le costume plutôt de quelqu'un de plutôt réservé, introverti, alors que on va s'épanouir dans justement cette capacité d'être expressif. Et il en faut pour avoir certains postes dans des entreprises, pour les meneurs par exemple. Et ce sont des gens qui vont se fourvoyer dans des filières professionnelles où ils vont juste être suiveurs et puis ne pas s'épanouir et se sentir frustrés et avoir cette impression de passer à côté de leur vie. Ben oui, parce que c'est pas leur véritable nature de rester en retrait. La leur, c'est justement de se mettre en avant et cette critique en fait était leur compétence. Donc je renverse toutes les situations pour qu'ils aillent à la rencontre d'eux-mêmes, découvrent leur nature. Et aussi à travers des tests, bon il y a les tests scientifiques, tout ce qui est MBTI qui sont reconnus, Ocean 5 aussi qui sont un peu dans la même trempe, mais également avec des tests que j'ai trouvé très judicieux parce que c'est juste avec des formes d'images, des choix artistiques qui vont exactement dans la même conclusion du profil qui vous colle à la peau. Et c'est rigolo parce qu'on comprend que quand on fait mentalement un exercice, des tests scientifiques, on est très concentré avec le cerveau. Et quand on fait le même choix avec quelque chose d'artistique où c'est l'élan qui parle, donc le corps, qui se sent attiré par une image plus qu'une autre, ben on voit que le résultat est exactement le même. Donc on voit qu'on ne peut pas dissocier le mental du corps, des cellules en fait, et de leurs vibrations. Et c'est là-dessus qu'on travaille, pour qu'ils soient en cohérence. C'est une cohérence. Euh, Âme, corps, esprit et cœur pour l'intelligence émotionnelle, parce que beaucoup pensent qu'il suffit de tout mettre dans le cœur, de réagir avec le cœur. Mais non, parce que le cœur est capable du pire comme du meilleur. Et il faut s'occuper de l'état de son cœur avant, mais je pense que de tous ses organes. Parce que quand on a été bombardé, fracassé par la vie, par les maux, par les épreuves, euh, nos organes, notre santé, autant mentale que physique, elle est fracassée aussi. Euh, c'est pas pour rien qu'il y en a qui se font ôter la bile, hein, c'est à force de se faire justement de la bile. On développe une acidité aussi, à force d'avoir des frustrations, de se sentir en mode névrosé parce qu'on a l'impression de ne pas avoir le choix. Donc le corps déclenche des phénomènes chimiques qui vont nous pourrir nos organes. Et on est fatigué et on n'est pas dans toute l'explosion de ce dont on est capable. Et toute cette réparation, en fait, amène la pleine puissance aux gens. Ils deviennent infatigables. Donc, il y en a beaucoup qui changent d'alimentation sans s'en rendre compte. Ils n'ont plus besoin de dormir autant. 4 heures comme moi, ça suffit largement. Parce qu'ils se nourrissent de tout ce qu'ils font. Donc, ils maigrissent. Ceux qui ont besoin de perdre du poids, sans porter attention, ben, le poids perd tout seul parce que le poids, en fait, était avec ce poids justement émotionnel. Comme il a disparu, donc il n'y a plus de stock qui se fait non plus dans le corps. Vraiment, tout est lié.
Et donc il y a beaucoup d'exercices, comme je l'ai dit, pratiques, amusants. En fait, je les fais travailler, c'est même pas du travail, ils s'en aperçoivent même pas, c'est du jeu. Et à travers ce jeu, la communication, c'est pas moi qui dis, c'est eux qui expriment ce qu'ils ont comme déviance ou comme entre guillemets problématique, parce que c'est pas un problème, c'est une particularité, hein. Euh, et quand ils l'ont exprimé, c'est déjà la moitié du chemin parcouru. Et après, je leur donne toutes les notions qui vont les aider à évacuer tout le reste, en fait. C'est toute une reprogrammation dans le bon sens. En fait, je fracasse tout, mais dans le bon sens, hein. J'enlève toutes leurs croyances limitantes, tous leurs automatismes, tout ce qu'ils pensent qui est bien pour eux. Euh, je fracasse tout ça, je les mets sur un autre piédestal. Que vois-tu depuis ce point de vue-là? Ah ben c'est totalement différent. Alors effectivement, après, ils vacillent puisqu'il n'y a plus de socle, mais justement, c'est parce qu'ils ont toute cette immensité, cet immense, vaste champ qu'il leur est proposé de possibles d'opportunités. Donc ça rend ivre un peu de... Voilà, et c'est à eux de se poser, et puis avec joie de remettre tout leur socle, et puis de mettre par-dessus tout ce qu'ils veulent, parce que là, tout est possible, en fait. Il y a no limit. The sky is the limit, on va dire. Voilà, on n'a jamais terminé, on est tellement heureux, la créativité qui se remet à marcher, parce qu'on s'auto-légitime à être qui on est. Et parce que aussi, on apprend à n'en avoir rien à faire du regard des autres. Encore, et on n'attend plus la validation de l'extérieur. Parce que là, on propose et du coup, c'est l'extérieur qui valide ce qu'on propose. C'est encore mieux que d'attendre sa validation sur juste ce qu'on est. Voilà, donc c'est bonheur total, épanouissement, accomplissement total et assuré. Oh, j'en suis l'exemple, hein, je peux pas. Je pense que je peux pas expliquer mieux que ça. C'était une interview réalisée par Nicolas Sartel. N'hésitez pas à commenter, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis et réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles si ce podcast vous a plu. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. À très vite pour un nouvel épisode.